Bienvenue sur Cyber Security Learning. Aujourd'hui, on aborde un sujet malheureusement omniprésent pour beaucoup d'organisations, les rançongiciels, les fameux ransomwares. Une menace qui, on a l'impression, évolue tout le temps. Effectivement, c'est un véritable fléau numérique. Et comprendre comment ça fonctionne, c'est la base pour essayer de s'en protéger. Et puis aussi savoir comment réagir si le pire arrive, quoi. Justement, pour commencer simple, c'est quoi exactement un rançongiciel? Alors, c'est une attaque où des cybercriminels s'introduisent dans un système informatique. Ils vont chiffrer les données, donc les rendre totalement inutilisables. Parfois, ils les volent aussi, avant de chiffrer. Et ensuite, ils exigent une rançon. En échange, ils promettent de rendre les données ou de ne pas les publier. Bon, une promesse qui n'est jamais garantie, évidemment. Bien sûr. Le but, c'est vraiment l'extorsion financière, purement et simplement. D'accord. Et comment ils font pour entrer concrètement? On parle souvent des mails, là, et phishing. Oui, le phishing, l'hameçonnage par courriel, ça reste une méthode très très courante. Mhm. Ou alors l'installation d'un mauvais logiciel, un virus, via une pièce jointe ou un lien piégé. Mais attention, il n'y a pas que ça, hein. Ah non. Non, loin de là. Ils exploitent aussi beaucoup les failles de sécurité. Celles qui n'ont pas été corrigées, vous savez, les mises à jour pas faites. Surtout sur ce qui est visible depuis Internet, les serveurs, les accès externes. D'accord, comme les NAS, ce genre de choses. Voilà, les NAS ou les accès bureaux à distance, le fameux RDP, ou même les VPN, s'ils sont pas bien sécurisés, sans authentification forte par exemple. Une fois qu'ils sont dedans, leur but, c'est juste de tout chiffrer le plus vite possible. Pas seulement, non. Leur objectif, c'est vraiment de maximiser l'impact, pour forcer le paiement. Donc, ils cherchent activement à détruire les sauvegardes, très important ça, pour empêcher toute restauration facile. Ah oui, pour être sûr que. Exactement, pour être sûr que la victime n'ait pas d'autre choix que de payer. Enfin, c'est ce qu'ils espèrent. Et souvent, ils exfiltrent aussi des données sensibles avant de chiffrer. La double peine, en quelque sorte. C'est ça. Non seulement les données sont bloquées, mais en plus, ils menacent de les divulguer sur Internet. Et ils ont d'autres moyens de pression? Oui, oui. Pour rajouter à la pression, ils peuvent rendre l'attaque publique sur des sites spécialisés. Ils peuvent aussi lancer des attaques en déni de service, D2ES, on prononce DDoS, contre le site web de la victime pour le rendre inaccessible. Ou même contacter directement les clients ou les partenaires de la victime. L'impact peut être dévastateur. C'est une stratégie de terre brûlée assez terrifiante, en fait. Comment on peut ériger des remparts efficaces face à ça? La prévention, c'est absolument crucial, même si, on le sait, le risque zéro n'existe pas. Il y a quelques piliers fondamentaux. D'abord, les sauvegardes, bien sûr. Mais surtout, et ça c'est critique, avoir au moins une copie qui est déconnectée du réseau, hors ligne. Déconnecter physiquement ou sur un cloud différent? Les deux sont possibles. L'essentiel qu'elle ne soit pas accessible directement depuis le réseau principal qui pourrait être compromis. Et il faut tester qu'on peut réellement restaurer ces sauvegardes, pas juste les faire. Logique. Et ensuite? Ensuite, les mises à jour de sécurité, systématiquement, sans délai. Surtout pour les équipements en contact avec Internet, les VPN, les pare-feux, tout ça. D'accord. Et au niveau des outils sur les postes, les serveurs? Alors là, il faut des solutions de protection, ce qu'on appelle la protection des points de terminaison. Les antivirus modernes, les EDR, XDR, NDR. EDR? Endpoint Detection and Response. Des outils qui surveillent plus activement ce qui se passe sur les machines. Et puis le pare-feu, bien sûr, bien configuré pour protéger les accès externes. N'ouvrir que ce qui est indispensable. L'accès à distance revient souvent comme un point faible. Vous disiez RDP, VPN. Oui, il faut le sécuriser, mais alors rigoureusement. Utiliser un VPN, c'est bien, mais le couple systématiquement avec une authentification multifacteur, MFA. La double vérification d'identité, quoi. Et pour les utilisateurs eux-mêmes, les droits d'accès. Ah, le fameux principe de moindre privilège. Essentiel. Chaque utilisateur ne doit avoir accès qu'à ce dont il a strictement besoin pour son travail. Pas plus. L'administration des systèmes, ça doit se faire avec des comptes dédiés spécifiques. Idéalement, ces comptes admin ne devraient même pas avoir accès à Internet directement. Et les mots de passe, on en parle toujours? Toujours d'actualité. Long, complexe, unique pour chaque service. Et changer les mots de passe par défaut, bien sûr. Et là aussi, activer la double authentification dès que c'est possible, surtout sur les services en ligne critiques. D'autres conseils importants en prévention? Oui, un truc de base mais important. Évitez absolument d'installer des logiciels piratés ou qui viennent de sources douteuses. C'est souvent piégé. Et enfin, et ce n'est pas le moins important, sensibiliser régulièrement tous les collaborateurs.
aux risques, aux bonnes pratiques, une personne avertie. En vaut deux, comme on dit. C'est un maillon essentiel de la chaîne. Tout à fait. Et pour les organisations un peu plus matures, on peut ajouter la supervision de la sécurité via l'analyse des journaux, les logs. Renforcer aussi la sécurité des interconnexions avec des proxys, des WAF, et segmenter le réseau interne pour limiter la propagation si jamais une machine est touchée. Bon, malgré toutes ces précautions, imaginons le pire scénario. L'attaque réussit. Quelle est la toute première chose à faire? La panique peut vite prendre le dessus. Oui, mais c'est là qu'il faut garder son sang-froid et agir vite, mais de manière ordonnée. La priorité absolue, isoler. Isolé, c'est-à-dire? Premièrement, couper l'accès Internet du réseau attaqué. Le plus simple, c'est souvent d'éteindre le routeur, la box. Deuxièmement, déconnecter les machines qu'on pense toucher. Physiquement, on débranche le câble réseau ou on coupe le Wi-Fi. Et très important, débrancher aussi les sauvegardes, si elles sont encore connectées au réseau. Ah oui, pour les protéger elles aussi. Exactement. Troisièmement, En général, on essaye de ne pas éteindre les machines compromises tout de suite, pas bon. Pourquoi? pour préserver les preuves qui sont en mémoire vive, la RAM. Elles peuvent être utiles pour l'enquête, sauf Sauf si. on voit que le chiffrement est activement en train de se faire. Là, une mise en veille prolongée, ça peut parfois l'interrompre. Mais c'est délicat. Et quatrièmement, ne pas allumer d'autres machines du réseau qui semblaient saines pour éviter qu'elles ne se fassent contaminer à leur tour. Et bien sûr, alerter immédiatement le service informatique interne ou le prestataire externe spécialisé. D'accord, ces premiers gestes sont cruciaux pour contenir. Et ensuite, comment on gère la crise? Il faut structurer la réponse, mettre en place une cellule de crise, si possible pluridisciplinaire, la direction, le technique, le juridique, la com, tenir un journal de bord très précis, qui fait quoi, quand, quels sont les événements. La communication, j'imagine, c'est clé aussi. Oui, gérer la communication interne pour rassurer ou informer les équipes et externe vis-à-vis des clients, des partenaires si nécessaire, avec transparence. Et si l'entreprise a un plan de continuité d'activité, un PCA, ou de reprise d'activité, PRA, c'est le moment de l'activer, ou de mettre en place des solutions de secours. Et vient alors la question qui fâche. La rançon. Faut-il payer ou non? On entend tout et son contraire. Alors là, la recommandation ferme et quasi unanime des autorités, des forces de l'ordre, des experts en cybersécurité, c'est ne pas payer. Pourquoi si catégorique? Pour plusieurs raisons. D'abord, payer ne garantit absolument pas de récupérer ces données. Les clés de déchiffrement peuvent ne pas fonctionner ou être incomplètes. Ensuite, même si on récupère les données, rien ne garantit qu'elles n'ont pas été copiées et qu'elles ne seront pas divulguées plus tard ou revendues. C'est moi. Et surtout, payer, ça finance directement les activités criminelles de ces groupes. Ça les encourage à continuer et à attaquer d'autres victimes. C'est un cercle vicieux. C'est très clair. Quelles sont les autres étapes importantes après l'isolation? Alors il faut penser à la suite. Conserver toutes les preuves. Les journaux système, logs, si possible, faire des copies des disques durs affectés, garder le message de rançon, des exemples de fichiers chiffrés. Pour l'enquête? Oui, pour l'enquête. Et pour ça, il faut déposer plainte auprès de la police ou de la gendarmerie. C'est important de le faire avant de tout réinstaller, pour préserver ces preuves. C'est même une obligation légale parfois. Oui, notamment pour faire jouer une éventuelle assurance cyber, il faut souvent avoir déposé plainte, et généralement sous 72 heures. Donc contacter son assureur rapidement aussi. Et si des données personnelles ont été compromises, ce qui est fréquent, il faut notifier l'incident à la CNIL, l'Autorité française de protection des données, là aussi sous 72 heures. C'est une obligation du RGPD. D'accord. Et pour la restauration technique, la reconstruction du système? C'est un processus long et méthodique. Il ne faut pas se précipiter. D'abord, identifier la source de l'intrusion. Comment sont-ils entrés? Et corriger cette faille, évidemment. Ensuite, bien analyser l'étendue de l'attaque. Quelles machines sont touchées? Qu'est-ce que l'attaquant a fait exactement? Scanner tous les systèmes avec des antivirus à jour. Est-ce qu'on peut espérer déchiffrer les données sans payer? Parfois, oui. Il existe des plateformes comme No More Ransom, qui regroupent des outils de déchiffrement pour certaines familles de rançongiciels. Ça vaut toujours le coup de vérifier. Mais souvent, malheureusement, il n'y a pas de solution miracle. Et donc, si pas de déchiffrement possible? Alors, il faut reformater et réinstaller complètement les systèmes touchés, à partir d'une base saine, une image système propre, puis restaurer les données depuis une sauvegarde saine, qui date d'avant l'attaque. D'où l'importance cruciale des sauvegardes déconnectées et testées. Et après la restauration? Shooter tous les mots de passe qui pourraient avoir été compromis, absolument tous. Mettre à jour tous les logiciels, systèmes d'exploitation, applications, avant de remettre les systèmes en service. Et ensuite, remettre en service progressivement, en surveillant attentivement que tout est normal. C'est un travail lourd, hein. Souvent il faut faire appel à des professionnels qualifiés.
On imagine. D'un point de vue légal, pour finir, qu'est-ce qu'ils risquent les cybercriminels qui font ça? Alors, le code pénal français est assez sévère sur ces questions. On parle d'atteinte à un système de traitement automatisé de données, un STAD, l'accès frauduleux, la modification, la suppression, l'extraction de données. C'est passible de peine allant de 3 à 7 ans de prison et jusqu'à 300 000 € d'amende. Et si c'est en bande organisée? Là, les peines sont aggravées, hein. Ça peut monter jusqu'à 10 ans de prison et 300 000 € d'amende. Et il y a aussi l'infraction d'extorsion de fonds qui est punie jusqu'à 7 ans et 100 000 €. Sans parler de la collecte frauduleuse de données personnelles. Bref, ce sont des infractions graves. On voit bien la complexité de la menace et les dégâts que ça peut causer. Une bonne préparation et un plan de réponse clair semblent donc vraiment indispensables pour limiter la casse. Exactement. C'est vraiment ça. Préparation, défense et capacité de réaction. Et peut-être une pensée finale, hein. Au-delà de tous les outils techniques, la meilleure défense, c'est peut-être une culture de la sécurité qui est vraiment imprégnée au quotidien, dans toute l'organisation. La vraie question à se poser, c'est est-ce que la cybersécurité est juste une procédure écrite quelque part, ou est-ce que c'est devenu un réflexe intégré dans les processus et dans la tête de chacun? C'est une excellente question pour conclure. Merci de nous avoir écoutés, de rajouter un like ainsi que vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner. À une prochaine vidéo!